Effectivement, la circularité, c'est un sujet qui date de très très longtemps. Depuis une centaine d'années, l'industrie était... des études sur Paris montrent que l'industrie était 60% circulaire, l'économie était 60% circulaire dans les années 1900. Et aujourd'hui, les études montrent qu'on est 7,2% de l'économie mondiale est circulaire. Donc on a progressivement basculé dans un monde linéaire où on prend, on produit, on utilise souvent pas très longtemps et on jette. Et ça, c'est 93% de notre économie. Donc c'est juste énorme. On jette quasiment tout ce qu'on fait, ce qu'on utilise. Et en plus, pour ça, on extrait en France 2,7 planètes chaque année. Donc on surconsomme, tu parlais de régénératif, on se décorrèle complètement en fait, du vivant et de ce que la planète nous offre pour vivre aujourd'hui. Et en plus, ce qu'on consomme, on le jette. Donc il y a un truc... bon, après, on a fait le progrès là-dessus, on a fait plein... Donc c'est dur de se dire, ouais, on arrête du jour au lendemain, c'est pas trop possible. Donc il y a toute cette transition, cette transformation à faire de nos usages, de nos business models. Tu parlais de modèle d'affaires, ça passe par changer de modèle d'affaires, ne pas vendre et faire de produits obsolescents. Il y a beaucoup de business models qui sont, quasiment tous les business models sont basés là-dessus. Donc c'est quand même un enjeu de transformation de fond. La crise du Covid, de la supply chain, de se rendre compte que l'électrification passe par du cuivre ou d'autres matériaux, donc on n'aura peut-être pas l'accès dans les 5 ou 10 prochaines années en Europe. Ça force tout un tas d'acteurs, plus la réglementation, à se bouger sur le sujet. Et pas que sur le côté énergie et décarbonation. Il y a vraiment deux piliers. Et c'est moite-moite en termes d'impact. C'est la Fondation Legnem Architecture qui le dit. Pour décarboner, c'est 55% l'énergie et 45% la matière. Et la circularité, encore trop faiblement, il n'y a pas de hashtag circulaire comme décarbo. Et je trouve ça assez génial que côté BPI France, en un an déjà, ce sujet-là ait fait pop-up aussi fort. Après, juste sur le recyclage, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on se dit on recycle depuis longtemps, Suez, etc., de Richebourg, pas près, qu'on a des champions du recyclage en France. Faut juste se dire que c'est encore une chaîne qui est en termes de résultats et d'impact très balbutiante. Je donne quelques exemples très rapides, mais le verre plat que vous voyez par exemple, pas le verre de bouteille, mais le verre plat des fenêtres, 90% du verre aujourd'hui est enfoui. 90%, tout le verre plat, plus de 90%. Donc tout le verre plat, on ne sait pas quoi en faire parce que quand on le démonte, on le casse, ça devient du calcin. Le calcin est 100% recyclable. On le rechauffe, ça fait du verre. Mais on ne peut pas le faire parce que c'est fait sur chantier et qu'il n'y a pas de modèle économique, c'est pénible à faire. Les ouvriers n'ont pas le temps, c'est un marché très diffus. Voilà. Donc aujourd'hui, on recycle le verre de bouteille qu'on pourrait mettre en consigne et le verre plat, on le jette. Et ça, Saint-Gobain aujourd'hui font un verre plat à partir de calcin de déconstruction avec quelques acteurs qu'ils ont pu trouver. Donc c'est un début de chaîne de valeur. Et ils ont un verre le moins carboné du marché, un verre premium qui se vend plus cher que le verre classique. Donc il y a un modèle économique, mais on voit que derrière, il y a un déchet énorme à faire. Pareil sur le textile, il y a 400 000 tonnes, c'est Refashion qui donne les chiffres, 400 000 tonnes de nouveaux textiles qui arrivent sur le marché chaque année, sachant qu'un kilo de coton, c'est 10 000 litres d'eau. Donc là, on retrouve le côté... c'est un peu rapide de faire 10 000 litres x 400 000 tonnes, mais on n'est pas... Enfin voilà, c'est pas très loin de ça quand même, sachant qu'on n'a plus d'eau. Enfin bref, voilà. Et chaque année... il y a plus de 400 000 tonnes de déchets de textiles. Donc c'est dingue en fait. On devrait mais largement inverser les ratios. Et sur ces plus de 400 000 tonnes, il y en a 160 000 qui sont collectés, 300 000 qu'on ne collecte pas parce qu'il n'y a pas les moyens industriels d'en faire quelque chose. Et sur les 160 000, il y a la moitié qui part à l'étranger, dans les pays en voie de développement et avec toutes les contraintes que ça pose. Donc on voit qu'en fait, quand c'est génial les bornes textiles, mais derrière, la façon dont ça finit, c'est pas du tout satisfaisant. Et en plus, il y en a plein qu'on ne collecte pas parce qu'il n'y a pas l'infrastructure pour le faire. Donc je prends juste ces deux exemples-là pour dire que le recyclage, c'est essentiel. Aujourd'hui, on est en boucle ouverte absolue. Le cuivre finit en Chine quand même. Hein. Recyclé en Chine, on le rachète en Europe. C'est infini la boucle. Hein. Donc à un moment, c'est un peu couillon, désolé du mot, mais il y a plein d'industriels qui perdent du pognon à racheter du cuivre recyclé en Chine alors qu'ils pourraient mettre de la circularité sur leur territoire. Donc c'est une opportunité, un enjeu majeur. Il y a un potentiel d'innovation assez énorme pour aller traiter ces gisements-là, en fait. Deux, il y a des industriels qui s'y mettent réellement. Ça peut être des startups industrielles, je pense, comme vous, qui allez témoigner de ce que vous faites. C'est aussi des gros industriels comme Suez qui vont faire des batteries au lithium avec Eramet, comme Gerflor avec Paprec qui font des alliances sur du PVC recyclé. Ça peut être aussi Renault Trucks qui va arrêter d'envoyer les camions de seconde main sur d'autres marchés pour les garder, les démanteler et récupérer tout ce qu'ils peuvent pour le remettre sur le marché et refondre eux-mêmes l'acier pour refaire du camion.
Donc les industriels ont compris l'importance de la ressource et s'y mettent aussi. Et c'est, je pense, mon troisième point un peu macro sur... moi, j'ai fait quelques confs avec Suez où je fais un peu le poil à gratter. Si ça se trouve, dans votre déchetterie, il n'y aura plus de déchets demain. Parce que le déchet a tellement de valeur, la ressource va prendre tellement de valeur dans les prochaines années, ce qui n'est pas le cas depuis 100 ans ou 60 ans, que tout le monde va récupérer avant que ça devienne un déchet et avant qu'il soit recyclé. Et donc, il y a une vraie aussi mutation pour les acteurs qui sont en fin de chaîne de remonter pour continuer à créer de la valeur et créer, pour moi, quand on parle de réindustrialisation, il y a une nouvelle industrie qui est l'industrie de la maintenance, de la durabilité, de la rétrofit, du refurbishing, qui est encore balbutiante et qui pourrait être 30-40% de l'économie demain. Voilà. Et je trouve ça assez palpitant d'être au début de cette histoire. Voilà. Ouais, peut-être en complément, mais moi je trouve que le recyclage, c'est un peu une équipe qui joue au foot, mais à 8 contre 11. C'est-à-dire que vous faites un peu ce que vous pouvez avec ce que vous avez. Et dans cette histoire de chaîne de valeur, et tu parlais aussi des boucles qui se passent avant, mais en fait, il va falloir travailler à toutes les étapes du flux. Et quand on vient... Aujourd'hui, quand on fait de l'éco-conception, dans toutes les entreprises qu'on voit, nous, on a décomposé les leviers d'éco-conception en 10 leviers. Et en fait, il y a 80% des boîtes qui font de l'éco-conception, mais elles appliquent que 20% des leviers. Donc, je fais l'éco-conception, regarde, mon gobelet, je l'ai mis en plastique recyclé. Ouais, mais il est quand même jetable, ton truc. Et puis, c'est pas parce qu'il est recyclé qu'il est recyclable. Oui, mais il est en plastique recyclé. Mais je fais de l'éco-conception. Et en fait, quand on fait de l'éco-conception, il faut le faire en respectant le maximum tout ce que peut promettre l'éco-conception. Mais moi, je parle de concevoir pour la circularité. Comment on conçoit pour être frugal en production, qu'on consomme moins d'eau, moins d'énergie en production. Comment, quand on vient extraire de la matière, est-ce qu'on est connecté au cycle du vivant? J'ai super, j'ai un biomatériau, oui, mais si en fait tu consommes 3 fois dans ton business plan ce que ton territoire peut t'offrir en biomatériaux, tu vas dégrader les sols et tu ne seras pas régénératif. Donc peut-être que ton business plan, c'est pas x3, c'est juste tu te limites, tu le capes parce que la matière, il y a des entreprises qui commencent à percevoir le truc, mais quand on passe en revue de portefeuille projet et dit alors là on pouvait gagner 300 millions, je me suis limité à 100 parce qu'en fait comme ça on respecte les cycles régénératifs. J'ai pas encore vu beaucoup de boîtes qui disent ouais top là t'es trop fort quoi. Mais voilà. Après comment on conçoit un produit pour qu'il soit ouvert, ouvrable. Un iPhone on peut pas l'ouvrir. Un Fairphone on peut l'ouvrir avec un tournevis, on peut le réparer, le maintenir, on peut le rétrofiter, lui donner 8 ans de vie plutôt que 4. Ensuite, comment on refurbish, on reconditionne. Là, il y a Manutan qui prévoit d'ouvrir un hub circulaire pour les meubles, plutôt que d'aller brûler des meubles où on ne sait pas ce que ça va devenir derrière. Mais comment d'abord je conçois mon meuble pour que je sais qu'il va être récupéré, qu'il va peut-être avoir 2 ou 3 vies. Et après, ça devient un déchet. Mais du coup, qui va avoir ce déchet? Comment j'assure une traçabilité sur ce déchet-là pour qu'une personne dans 30 ans va avoir cet ordinateur qui aura vécu 1000 superbes vies et qui va se dire bah tiens maintenant c'est mon heure est venue, je deviens un déchet, mais comment on va me traiter? Et ça se pense déjà à la conception. Et aujourd'hui le recyclage fait ce qu'il peut parce que rien n'est conçu pour ça. Quasiment rien n'est conçu by design pour te dire ça va durer 50 ou 100 ans, comme tu disais, et dans 40 ans mon caillou il va pas avoir de problème particulier par rapport à l'environnement. Et c'est cette transformation là qui est juste déjà très complexe. En même temps, c'est assez sympa parce qu'il faut surtout décomplexifier les produits, les rendre un peu moins techno, moins les coller, plus les visser. Donc c'est une forme de désinnovation technologique qu'il faut aussi... Il ne faut pas que ça fasse peur, décroissance, nanana. Non, c'est juste que ton produit il est collé, que l'IoT elle sert à rien, quoi. Donc mets des vis et mets un peu moins de data que personne n'utilise. Voilà, c'est juste ça. C'est entre la low-tech et la high-tech, c'est la high-tech, c'est juste bon comme il faut. Donc c'est même beaucoup plus sympa en termes de design. Mais du coup, ce n'est pas un sujet technologique, c'est un sujet aussi financier de comment j'arbitre mes choix, moi, des DA dans ma boîte, quel type de produit je vais prendre, comment je prends chaîne de valeur, comment je prends chaîne territoire. J'ai besoin de CAPEX aussi pour grandir. Donc comment les investissements ne vont pas que pour la tech et pour les trucs, entre guillemets, ultra sexy qui font plein de données. Il y en a besoin, hein. Ce n'est pas un sujet, la deep tech, il y en a besoin. Mais il y a aussi des moyens technologiques qui sont souvent... Les gens qui font du circulaire, souvent, sont très low-tech dans leur prod. Et ce qui est génial, c'est qu'en fait, avec quelques millions d'euros, on est capable de traiter des dizaines de milliers de tonnes. Sauf que, ouais, mais ton truc, franchement, c'est juste un procédé mécanique. Donc, tu ne rentres pas dans les cases de l'innovation.
Je dis, sauf que tu sauves des dizaines de milliers de tonnes du textile. Voilà. Et ça aussi, voilà, des changements de paradigme, c'est une éducation, c'est une culture autour du circulaire qu'il faut travailler à tous les niveaux, mais qui du coup qui est très organisationnelle. Et ça aussi, c'est une chance parce que c'est pas un frein technique qu'on ne sait pas résoudre avant qu'on ait découvert un truc miraculeux, quoi.